Bonjour, bonjour, bienvenue. Ravi de vous voir et vous trouver si nombreux pour cette rétrospective donc, des films de Maurice Pialat qui va durer tout le mois de septembre et qui a commencé mercredi. Les films passant 2 fois, vous n'aurez donc aucune excuse. Voilà, vous allez découvrir et redécouvrir une œuvre absolument essentielle. Je dirais que le prétexte ou l'occasion de cette rétrospective à la Cinémathèque nous a été donné par Sylvie Pialat, parce que c'est en 2025 le centenaire de la naissance de Pialat, né en 1925 et mort en 2003, il y a un peu plus de 20 ans. Je vous avouerai qu'entre nous, la question de l'anniversaire ne nous a pas plus préoccupés que ça. On y a vu, évidemment, un prétexte à tout remontrer, parce que ça fait partie des missions de la Cinémathèque française, évidemment, que de montrer les grandes œuvres, de les montrer en entier, dans des rétrospectives intégrales, et c'est ici, évidemment, l'enjeu. Et puis, ça permet, une séance comme celle-ci, montrer, reprojeter, redécouvrir à nos amours. Et l'événement, c'est plutôt la présence aujourd'hui parmi nous d'Arlette Langmann et de Florence Quentin, qui seront avec nous après la projection. Arlette Langmann a été la monteuse de Maurice Pialat de 1969, c'est-à-dire de 76-69, depuis le premier long métrage, c'est-à-dire L'Enfance nue, jusqu'à À nos amours inclus. Elle a écrit le scénario de Loulou, elle est à l'origine ô combien de ce scénario-ci de À nos amours. Elle nous racontera l'incroyable, j'allais dire, parcours ou tribulation de cette histoire. Et puis, bien sûr, elle a aussi été la compagne de Maurice Pialat. Et puis, Florence Quentin, elle est réalisatrice, scénariste dans les années 80. Vous avez sans doute vu ses films, puisqu'elle a été la scénariste d'Étienne Châtillez et qu'elle a fait le scénario de La vie est un long fleuve tranquille et de Tati Daniel, entre autres. Voilà, et elle nous racontera comment elle a connu Maurice Pialat, comment elle l'a rencontré et comment elle s'est trouvée elle aussi embarquée sur ce tournage. La particularité, la singularité et la valeur du témoignage de Florence Quentin et d'Arlette Langmann, c'est qu'elles ont participé, on pourrait dire, à l'entièreté de l'aventure que représente un film comme À nos amours. À nos amours est sorti en France le 16 novembre 1983. Ça a été un très grand succès public et critique, presque un moment de consécration pour l'œuvre tardive de Maurice Pialat et toujours un peu à part. Le film a eu le prix Louis Deluc, Sandrine Bonner le César de la révélation féminine, le César du meilleur film. Bref, tout ça évidemment compte, tout ça importe. Mais je me disais aussi, puisqu'on est à la Cinémathèque, une brève perspective historique ou un bref recul. Bien sûr, le film vaut pour lui-même 1983 et vous allez le voir et le découvrir ainsi. Mais si on joue à se demander quels ont été, disons depuis les débuts du parlant dans le cinéma français, une fois par décennie, le film important, le film majeur, le film inclassable ou disons qui se distingue des autres. Je me disais comme ça en y réfléchissant, bon, disons dans les années 30 par exemple, on pourrait dire Tony de Jean Renoir en 1935. Et puis dans les années 40, on pourrait dire les films d'immédiate après-guerre de Jacques Becker, des films comme Antoine et Antoinette ou Rendez-vous de juillet, qui, vous voyez, sont des films aussi toujours sur la jeunesse, ou qui ont de la jeunesse. Dans les années 50, bon, là, l'apparition de Sandrine Bonner fait immédiatement penser, non pas que ça se ressemble, mais on peut se dire, dans les années 50, le film important, ça a été Dieu créa la femme avec Brigitte Bardot. D'ailleurs, le film pourrait s'appeler Et la femme créa le film, littéralement. Dans les années 60, je dirais Pierrot le fou. Bon. Dans les années 70, La maman et la putain. En 1983, À nos amours. Voilà, je pense qu'on pourrait jouer, je voulais jouer à 90, 2000, 2010 et les années 2020, mais toujours est-il que je pense que c'est un film de cette importance-là. Il a été perçu, quand il est sorti, ainsi, comme une rupture, et en même temps, comme un accomplissement de la méthode Pialat. Voilà, c'est de tout cela dont on essaiera de reparler, et puis surtout avec vous, puisqu'on discutera avec Arlette Langmann et Florence Quentin, mais aussi avec vos questions, vos réflexions, vos interrogations. Une dernière chose, qui voit pour la première fois À nos amours? Eh bien, vous êtes les plus que bienvenus et bonne projection.
Bien. Florence. Voilà. Voilà. Merci d'accueillir Arlette Langman et Florence Fontaine. Voilà Florence. Bon, merci à toutes les deux d'avoir accepté cette invitation. Je sais que vous me disiez avant la projection que ça faisait longtemps l'une et l'autre que vous n'aviez pas vu le film. Bon alors forcément, j'ai envie de savoir. Bon, alors moi j'ai pas vu le film depuis la sortie peut-être. Hein. J'ai beaucoup de mal à revoir les films qui me concernent de près. Voilà. Donc je l'ai revu aujourd'hui. Alors évidemment j'en vois les scènes que je trouve belles, enfin les qualités. Mais je vois beaucoup les défauts. Et voilà, ce qu'il y en a. Bon, voilà. Enfin pour moi il y a des défauts, des faiblesses. Et puis, ce que je voudrais dire quand même par rapport au personnage de la mère, qui est joué par Evelyn Kerr, en fait, la mère avait beaucoup plus de scènes à jouer, qui n'étaient pas du tout des scènes d'hystérie. D'ailleurs, les scènes un peu de violence, un peu d'hystérie, n'auraient pas dû être aussi hystériques, quoi, aussi folles. Simplement, il se trouve malheureusement qu'Evelyn Kerr était souffrante, on ne le savait pas quand Maurice l'a engagée. Malheureusement, elle avait une tumeur au cerveau, dont elle est décédée. Et donc, il y avait des jours où elle était totalement ingérable. Donc, il y a des scènes qui n'avaient rien à voir avec les scènes d'hystérie et qui n'ont pas pu être tournées. Voilà. Mais, alors, on pourra revenir sur la question des défauts et le non, comment, je veux pas appuyer dessus du tout. Comment même Piala c'est parce que là, j'ai l'émotion, j'ai mon ressenti. Mais j'avais envie de savoir, là, quand vous avez revu le film, l'une et l'autre, qu'est-ce qui vous a le plus frappé, ou touché, ou ému, ou est-ce qu'il y a une scène en particulier, ou de retrouver Sandrine Bonner, ou qu'est-ce qui vous a happé? Contrairement à Arlette, moi, j'ai pas vu les défauts. J'ai vu le film et je pensais aux scènes de tournage, à comment ça se passait, à tous les... Donc, c'est vrai que le film, je l'ai revu, je l'avais déjà vu, évidemment, au départ, et ensuite, je l'ai vu plusieurs fois, oui, une ou deux fois, et je l'aime toujours autant. Mais c'est très particulier, parce que c'est un souvenir formidable, et puis Maurice a fait un film magnifique, je crois que c'est un des plus beaux films qu'il ait fait pour moi. Peut-être on peut commencer par là, et on reviendra peut-être après sur la genèse du projet, l'écriture et ça. Évidemment, le film est, j'allais dire, un éloge ou une ode à Sandrine Bonner, qui, évidemment, là aussi, jouait pour la première fois, c'était une découverte. Est-ce que vous avez, l'une ou l'autre, assisté à cet avènement? C'est-à-dire, comment Maurice Piala l'a trouvé, l'a rencontré, et comment ça s'est ensuite comment on est arrivé jusqu'au film? Eh bien, en fin de compte, le film était un petit film qui n'avait pas de gros moyens, et Dominique Besnéard était casting, il venait nous aider. Donc celui qui joue Robert, hein, le personnage, le frère. Et en fin de compte, c'était tout le monde qui participait au casting, chaque fois qu'il était libre, un assistant ou l'autre. Et Sandrine a accompagné sa sœur, parce que Sandrine n'était pas tout à fait, je crois, sa sœur était plus le personnage, et Sandrine l'a accompagnée. Sa sœur a donc passé le casting, et à la sortie, l'assistant qui lui avait fait passer le casting a dit à sa sœur qui était là, bah tiens, passe-le, toi. Et puis le soir, on nous a appelés tous, et on a dit, venez voir, parce qu'il y a une fille qui est incroyable, vraiment comme ça. Et on qui vous a appelé ces filles? C'était ceux qui étaient... Ouais. Nous, c'était filmé, c'était des essais filmés. Ah oui, c'était des essais filmés. C'était on faisait des préparations, on est venus, parce qu'on regardait les castings le soir, c'était vraiment une famille. Hein.
Et là, on a vu qu'elle était vraiment très bonne. Maurice était très content et il a dit simplement, on va lui refaire passer la scène complète. Elle était incroyable. Elle n'avait aucune angoisse par rapport à tous les gens qui passent des castings, qui sont toujours tout de même. Elle était comme un poisson dans l'eau. Elle parlait, elle était étonnante, quoi. Elle n'avait pas de peur, elle était très calme. Et en fin de compte, elle a refait un casting avec une scène complète. Et je me souviens que Maurice a dit, elle est tellement bonne que quand on va tourner avec elle, elle sera jamais meilleure qu'aujourd'hui. Et c'était juste le... Et donc, je me souviens que Maurice m'avait dit, elle a une présence extraordinaire, déjà aux essais, quoi, elle crevait l'écran et tout. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est pas tout à fait le personnage. Voilà. Alors j'ai dit, écoute, tant pis si c'est pas le personnage, il vaut mieux quelqu'un qui dévie un tout petit peu, mais qui a une présence forte à l'écran, qui crève l'écran. Il vaut mieux ça que quelqu'un qui se rapprochera plus du personnage, mais qui sera peut-être moins ou plus terne. Il a eu beaucoup de mal. C'était pas la première fois qu'il essayait de faire le film, et donc on avait déjà fait des castings auparavant, et il avait beaucoup de mal à trouver le personnage. Voilà. Donc quand il y a eu Sandrine, voilà. Donc vous qui étiez la scénariste du film, vous lui disiez en fait, on s'en fout du scénario. T'as trouvé l'actrice, même si elle... Enfin, c'est pas qu'on s'en fout du caricature, scénario, mais c'est qu'il vaut mieux, dévier un peu et avoir une fille, une interprète formidable, voilà, parce qu'elle dégage quelque chose de fort, hein, Sandrine, enfin, je trouve. Donc, je dis, ça fait rien, ça va changer un petit peu, mais c'est pas grave. Non, pardon. Ah oui. Peut-être il faut revenir un tout petit peu en arrière pour comprendre, parce qu'effectivement, vous dites que ce n'était pas le personnage. Donc ce personnage de Suzanne, en fait, il vient, disons, d'une histoire que vous aviez écrite presque 10 ans auparavant. Ah oui, alors le nombre d'années, je ne sais plus, mais effectivement... C'est, disons, au milieu des années 70, vous écrivez... Oui, je pense que ça doit être ça. Donc j'écrivais un scénario qui s'appelait à l'époque Les filles du faubourg. C'était mon premier scénario. Alors je racontais des scènes à Maurice avant de les écrire des fois. Il me disait vas-y. Je disais mais ça va être trop long, ça va être beaucoup trop long. Il me disait c'est pas ton problème, ça te regarde pas, écris. Alors quand j'ai terminé, ça faisait à peu près 4 heures le premier scénario. Donc ça a été un drame, parce qu'à l'époque il n'y avait pas du tout de coproduction entre le cinéma et la télévision. Donc il fallait absolument raccourcir. Et là, ça a été la prise de tête, j'y arrivais pas, il n'y arrivait pas, il a demandé à un ami, Yves Lomé, enfin bon, c'était voilà, c'était très difficile. Et donc, c'est pour ça que le scénario a traîné un peu, d'ailleurs, je me souviens même pas comment on a fait pour le raccourcir, si c'est moi qui ai participé ou pas, je ne sais plus du tout. Tous les deux, vous avez raccourci, oui. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait cette histoire qui est une sorte presque une nouvelle, qui s'appelle Les filles du faubourg, oui. Qu'on peut lire ici aux archives de la Cinémathèque, que vous l'avez déposée. Le premier jet, ça a été un peu comme une longue nouvelle de 50 pages, qui a été déposée au CNC, et on a eu une avance sur recette, mais vraiment incroyable, quoi, formidable, très inattendue. Et ensuite, bon, il y a eu le problème de la version dialoguée, la version... oui, sous forme de nouvelle, évidemment, c'était... Ça racontait quoi, Les filles du faubourg? Pardon? Ça racontait quoi, Les filles du faubourg? Alors, au départ, Les filles du faubourg, il y avait plusieurs personnages, c'était pas seulement centré sur le personnage de Suzanne. Elle était le personnage principal, mais les autres avaient beaucoup plus d'existence, beaucoup plus d'histoire. Mais quand on veut raccourcir, ce n'est pas possible de garder, quoi. Donc vous êtes passé des filles à une fille. À une fille, voilà. C'est ça. C'est devenu Suzanne. Oui, il fallait... il n'y avait pas le choix. Pour raccourcir, il fallait suivre le personnage principal. Et à ce moment-là, donc comment ça se passe? C'est-à-dire que vous avez une invitation dialoguée. Il était prévu dès le départ que vous seriez... Comment dire, vous alliez suivre le tournage? Parce que vous avez été très présente sur le tournage. Oui. Vous étiez la scénariste. Oui. J'ai un peu fait les décors aussi. La décoration. Oui. On reviendra peut-être sur la question du montage. Vous étiez au montage.
J'étais au montage au départ, puis après on s'est fâché avec Maurice, pas du tout pour le travail, mais pour des raisons tout à fait d'ordre privé. Et donc... Mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que il y a eu, pendant le tournage qui a duré longtemps, le fait que vous soyez là, vous, la scénariste, et je dirais même l'autrice de cette histoire en partie autobiographique, oui. Est-ce qu'il vous demandait par exemple d'écrire des scènes pendant le tournage? Est-ce que, parce qu'on a le sentiment d'un tournage non, très mouvant. Pas dans celui-ci, pendant Loulou, oui, quelquefois, mais là, celui-là, non, j'ai pas souvenir. Si souvent vous vous voyez tous les deux, je sais Oui. pas, vous parliez des scènes, vous bougiez un peu les choses. Oui. Mais c'est toujours tous Oui. les deux. Mais, Vous étiez toujours en train de lui demander des choses. oui, même. mais je peux pas dire que je n'ai pas souvenir d'avoir Si, moi, je me pendant- souviens. Ah bon? Mais des petites choses, mais ça évolue un peu, peut-être dans Oui. les dialogues, quelque chose. Oui. Mais enfin, la complicité que vous racontez entre Maurice et vous, Oui. Ah oui. vous dites dans un entretien que peut-être comme une sorte de façon de vous rendre hommage et en même temps de provocation, que Maurice Pialat vous avait proposé de co-signer la C'est vrai. réalisation du film. C'est vrai, oui, c'est vrai. Et alors je lui ai répondu, on n'est pas les frères Tarot. Enfin bon, c'est pas... Pardon? C'est qui les frères Les frères Tarot sont des écrivains. Vous savez, il y a plusieurs frères, il y a les frères Cohen, etc. Mais à l'époque, les frères Cohen, je ne connaissais pas. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les films. Si, je pense que j'ai peut-être commencé. Donc les frères Tarot. Donc, oui, j'avais l'impression, je trouvais ça gentil de sa part, bien sûr, mais j'avais l'impression que ça comment dirais, ça en ferait un film d'amateur, je ne sais pas pourquoi, vis-à-vis du public. Bon. Mais en fin de compte, tu as J'aurais fait pu. tout le tournage. Comment? Tu as fait tout le tournage parce que Oui. pour des raisons ou autres, elle est devenue ensemblière parce que Ouais, bon. certains étaient partis et donc Voilà. elle a travaillé avec nous et puis tout le temps elle était là. Moi je l'ai vu tout le temps. Mais justement, enfin, on va revenir un petit peu juste sur le tournage, parce que c'est pas un tournage, je dirais, c'est pas un tournage classique. Hein. Non. Mais peut-être, dites-nous, Florence, vous, comment vous êtes arrivée sur l'aventure de À nos amours? Comment vous avez rencontré Maurice Pialat? Oh, c'est une histoire très drôle. Enfin, c'est vraiment la chance. J'étais surtout assistante de films publicitaires et puis je faisais des films animaliers aussi à travers le monde avec Frédéric Rossi. Et puis un jour j'étais sur un film publicitaire avec une amie d'ailleurs d'Arlette qui était directrice de production qui s'appelait Nicole Firme. Et je lui dis, oh j'ai vu Loulou, quel film exceptionnel, j'avais adoré Loulou. Et je lui dis vraiment, j'aimerais tellement travailler avec un réalisateur comme ça, il est incroyable. Ce film m'avait bouleversée. Entre autres, il y avait cette scène magnifique dehors, dans le froid, il mangeait des huîtres au premier étage avec le beau-frère qui était avec son fusil. C'était un film qui m'avait vraiment ébloui. Puis elle rigole, elle me dit, mais jamais tu tiendrais 5 minutes avec son caractère et tout. Ils étaient avec Pascal Thomas et ils me racontent des anecdotes de Maurice. Tout le monde savait qu'il était difficile, voilà. Mais ça, c'est les ragots. Et puis, elle sort, elle me quitte. Elle traverse la rue et elle tombe sur Maurice Pialat, qu'elle n'avait pas vu depuis 3 ans. Elle lui dit, oh tu sais, j'étais avec une copine là et elle m'a dit qu'elle adorerait travailler avec toi. Et il lui répond, je l'engage. Je n'avais jamais vu de ma vie, il ne me connaissait pas, j'avais jamais fait de long métrage. En fin de compte, je ne travaillais pas du tout dans le long métrage. Et elle me laisse un message pendant le week-end, elle me dit, surtout tu vas à la Gaumont lundi, il y a Maurice Pialat qui t'engage. Je crois que c'est la blague. Je ne le rappelle même pas, je me dis, elle est folle, elle est idiote et tout. J'arrive le lundi pour le tournage de la publicité, elle me dit, mais t'es pas allé voir Maurice? Et je dis, mais c'était pas vrai, je ne croyais pas. Et commence des appels téléphoniques de Maurice qui m'attendaient. Je ne pouvais pas quitter le tournage parce que c'était un tournage ce jour-là. D'habitude, la pub, ça se passe très très bien. Là, j'avais que des soucis. Et de toute la journée, je n'ai pas pu aller voir Maurice. Et le soir, elle vient vers 20h, elle me dit, il a appelé, comme tu peux pas venir, c'est lui qui vient déjeuner avec toi demain sur le tournage. Alors là, je me dis, Maurice Pialat qui se déplace sur ma pub, c'est pas possible. Et le lendemain, à l'heure du déjeuner, on était tous au restaurant, toute l'équipe, et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'encadre? Maurice Pialat, que je voyais pour la première fois. Il était très imposant, il n'avait pas l'air gentil, il avait une belle gueule et tout. Moi, je suis tétanisée, je me dis, c'est pas possible. Alors, il vient, il s'assied, il parle un peu avec Nicole, et là, il me dit, vous savez, Florence, j'ai surtout besoin d'une directrice de production.
Je lui dis, mais écoutez, alors là, moi, pas du tout, la direction de production, j'y connais absolument rien, non, je ne suis pas du tout la personne qu'il vous faut. Et il dit à Nicole, ton amie, elle est un peu chochotte, je crois. C'est un mot qu'il prononçait souvent. Bon, je me dis, c'est cuit, c'est fini. Et puis, on parle de toute autre chose pendant le repas. Et à la fin du repas, il me dit, vous terminez quand? Alors, je lui dis, je termine vendredi soir. Bon, ben, il sort des clés, comme ça. Il me dit, je vous donne les clés de la Gaumont, je vous attends samedi matin. Voilà. Alors, je n'en revenais pas. Tout d'un coup, a commencé tous les techniciens qui étaient assez méchants, mais tu viendras pas 3 jours, il est abominable, etc. J'avais que des horreurs, on me racontait que des horreurs. Je me suis dit, j'y vais. Donc, le samedi matin, je me retrouve à la Gaumont, et là, il y avait la préparation d'un film, je me souviens plus lequel, qui avait 5 ou 6 pièces pour... et celui de Maurice avait 2 pièces. C'est-à-dire qu'on était un tout petit film dans Dans des bureaux? Oui, dans les bureaux, il n'y avait personne. Et puis, je ne savais pas quoi faire. Il était 9h, 10h, personne n'arrivait. Je me suis dit, il a peut-être changé d'avis. Et puis, il y avait sur une table, il y avait Suzanne. Le scénario. Il s'appelait Suzanne à cette époque-là. Et donc, je l'ai lu. J'ai trouvé magnifique. J'avais que ça à faire. Et puis, vers 11h30, Arlette est arrivée avec Maurice Pialat. Et puis voilà, j'ai commencé le film. Alors il y avait déjà un assistant qui s'appelait Cyril Collard, qui avait fait beaucoup de films, lui comme assistant, et qui tout d'un coup, Maurice lui en collait une au-dessus. Mais on est devenus tout de suite amis avec Cyril. Il y avait un formidable assistant, un second qui s'appelait Argentino, et on a été une équipe comme ça jusqu'à la fin. Alors moi, je suis restée. Ça s'est passé... J'ai le souvenir de moments très très joyeux. Le film qu'on a fait s'est passé dans une atmosphère très... D'abord on était très serré, il n'y avait pas beaucoup de techniciens, etc. Et tout le monde travaillait pour Maurice. Maurice, il vous donnait une espèce d'envie de bien faire. Il parlait tout le temps du film, il parlait du public, c'est simple, il venait me chercher le matin, on parlait dans la voiture jusqu'au tournage, on partait le soir ensemble, il m'en parlait. Dès que j'étais couchée, il m'appelait, on continuait à parler du film. C'était quelqu'un qui était complètement dans son film, et vraiment, et il donnait cette force aux autres. Juste pour les spectateurs qui ne savent pas, donc Cyril Collard, l'assistant réalisateur dont vous parlez, oui. Joue à son tour dans le film. Donc c'est Jean-Pierre, le mari, celui qui épouse voilà. Suzanne. Parce que ça, c'est aussi une des caractéristiques du cinéma de Pialat, c'est qu'il n'hésitait pas à faire entrer, j'allais dire, dans le film, les amis, des gens de l'équipe technique, que ce soit, voilà, l'exemple par exemple de voilà. Oui, mais moi par exemple, le premier jour du tournage, j'étais devenue la mère d'un des enfants amoureux de Sandrine. J'étais une bourgeoise. Il m'a fait tourner le premier jour de tournage comme actrice. Je détestais ça. Je lui ai dit, Maurice, je vais être nulle. Il y avait une autre actrice qui était venue, habillée comme moi, qui m'a regardé toute la journée jouer. Parce que je lui avais dit, je vais craquer, etc. Il n'a jamais voulu qu'elle joue. Donc j'ai joué avec la mère de Cyril Collard qui faisait ma mère, avec la grand-mère de Cyril Collard qui faisait ma grand-mère. Et j'avais un verre, comme ça, j'étais contre le mur et j'écoutais tout ce qui se passait dans la chambre contiguë de mon fils, qui était normalement avec Suzanne. J'étais malade, parce que c'est vrai, c'est un truc, jouer ne me plaisait pas du tout. Je ne sais pas d'où ça sort, cette histoire en plus. J'étais pas encore là. C'était une impro, une envie, moi, je sais pas. Et je lui ai demandé d'aller voir les rushs avec lui tout seul. Et alors j'étais crispée. Je lui ai dit, c'est abominable. Il m'a dit, non, vous êtes bressonienne. Alors voilà. Et j'ai eu de la chance parce que l'acteur n'a pas continué le film. Mon fils, on en a mis un autre. Alors c'était une chance parce qu'il ne l'a pas demandé. Mais voilà. Ce que vous dites là traduit un fait qu'il y a eu beaucoup plus de scènes tournées que de scènes montées. Et même il y a eu des scènes montées qui sont tombées au montage. Là, on a un film d'une heure 40. Dans tous ces films, voilà. Peut-être pas dans La Gueule ouverte. Peut-être la seule exception, c'est peut-être La Gueule ouverte. Oui. Sinon, il y a toujours eu énormément de, on va dire, de matériel, de scènes effectivement tournées qui n'y sont pas, ou même une scène tournée, une prise, plusieurs prises, et dans les prises suivantes, ce n'est pas exactement la même scène.
Voilà, voilà. Mais pourquoi il procède comme ça? Il Parce cherche? qu'il cherche et il aime beaucoup aussi la part d'improvisation sur un texte ou sur une scène établie, enfin, voilà. Et il aime beaucoup quand surgit la vie, hein, tout simplement. Hein. Comme par exemple là, la scène au début du film avec les marins, quoi. Évidemment, c'était pas dans le scénario. Donc, il profite de la situation, il profite de l'occasion. Oui, voilà. Et dans La Maison des Bois, par exemple, il l'a fait beaucoup avec les enfants. Comment dire, l'appartement où se déroule le film, oui. Enfin, en grande partie, c'est presque un studio. Oui. Qu'est-ce que c'était, un véritable appartement? Alors c'était en fait un appartement avenue Victor Hugo de 350 mètres carrés, ou quelque chose comme ça, qui n'était pas vraiment habité. La vieille dame n'habitait plus. Oui, enfin bon. Et ce qui était formidable, c'est qu'en fait, il y avait entre l'atelier et la chambre, il y avait des quadruples portes. On ne voit pas parce que il y a un décorateur au départ. Pardon, on ne voit pas parce qu'il y a un décorateur au départ qui a masqué le haut des fenêtres parce que c'est des fenêtres immenses, bien sûr. Et comme là, il s'agissait d'un logement modeste, pas du tout d'un truc de riche, et surtout pas avenue Victor Hugo. Et donc, je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, voilà. Donc, il y avait des quadruples portes entre les pièces, si bien qu'on pouvait avoir du recul. On tournait comme en studio, en fait. C'est-à-dire que la caméra pouvait avoir du recul, oui, c'est ça. Et donc se déplacer. C'est ça. Il y avait 3 étages d'ailleurs, il y avait 2 étages sur lesquels on a tourné, et le 3e étage qui était semblable, ce qui avait été les chambres des domestiques, et on a fait toute la régie, on maquillait les gens. C'était incroyable cet appartement. Oui. Tout meublé, elle a tout laissé, et c'était des meubles d'ailleurs signés, etc. C'était une vieille dame, et en fin de compte, on a tourné tout le film comme dans un studio, parce qu'il y avait exactement ce que dit. Voilà. Ah oui, il y avait des pièces qui pouvaient permettre aux acteurs de se préparer. Voilà. On n'a rien détruit, en fin de compte. Littéralement de descendre sur le studio. Mais ce que vous dites des portes coulissantes et donc de la profondeur que ça donne et du déplacement, c'est quand même très frappant dans le film à quel point la caméra est mobile à certains moments, comment effectivement elle profite de cet espace, y compris entre les personnages, et avec le sentiment qu'on peut avoir quand même spectateur, que parfois on se demande mais comment une caméra a pu se tenir là. C'est-à-dire que vu ce qui se joue, parfois d'intime et de violent, on se demande presque que fait la caméra là. Loiseleux, le chef opérateur, Loiseleux et cadreur était habile, c'est un vrai chat. Hein. Ouais, Jacques Loiseleux. Et qui n'est pas cité du tout dans le générique et qui a fait une grande partie du film, c'est le chef opérateur Willy Current. Il a commencé le film, il a donné le ton avec la lumière, etc. Et il avait signé un contrat avec Serge Gainsbourg pour un film. Donc Maurice tous les jours lui disait qu'il allait être abandonné, etc. Et Willy Current a fait, donc quand je revois le film, les très belles scènes de la Fossette, la scène de la fête, pas la scène de la fête, la scène de la fête et aussi la scène de la fête, c'est-à-dire avec les fiançailles, je crois pas. Les fiançailles, c'est lui, absolument. Oui, puisque c'est son assistante Pierre Novion alors c'était ça qui était incroyable parce que on a fait la scène des fiançailles, c'était encore Willy Current et Maurice m'a dit, alors qu'il était parti dans le film, et tout d'un coup il m'a dit, on préparait, on allait tourner, il me dit Florence, je reviens. Alors je dis mais comment vous revenez, vous êtes parti? Oui, il dit je reviens. Et alors aller chercher l'assistant de caméra de Willy Current, qui s'appelait Pierre Novion, qui était devenu un chef opérateur. Vous savez, celui qui a toujours son casque et son imperméable serré, me dit-il, et discrètement, et il va être mon copain. Et donc tout d'un coup, personne ne le savait à part nous, donc tout le monde était prêt pour une autre scène avec Oumanski qui était sous la table, et il arrive dans la scène, et là, c'est la stupéfaction. Alors je voudrais ajouter quelque chose, donc, parce que moi je n'étais pas au courant du tout. En fait, dans le scénario, le père devait mourir. Voilà. Et donc, presque tous les jours, au bout d'un moment, que ce soit Florence ou Cyril, bon alors, moi, Maurice, alors quand est-ce qu'on tourne la mort du père? Ce qu'il faut dire pour celles et ceux qui découvrent le film et qui ne connaissent peut-être pas la tête de Maurice Pialat, c'est bien sûr Maurice Pialat qui joue donc le rôle du père de Suzanne. Alors, je vais revenir là-dessus aussi parce que donc il a fait un casting pour le rôle du père
Et Ah puis, oui. Et donc, il trouvait pas, il hésitait et tout. Et je lui disais, mais pourquoi tu... Parce que il avait tourné, il jouait l'instituteur dans La Maison des Bois. Il avait un petit rôle avec Eustache dans, je ne sais plus comment ça s'appelle, Les Petites Amoureuses. Les petites amoureuses. Dans Le Boucher de Chabrol, mais surtout dans La Maison des Bois, où il jouait l'instituteur, où il était formidable. Alors je lui disais, mais pourquoi tu cherches? Pourquoi tu ne le fais pas toi? Il hésitait beaucoup, peut-être qu'il hésitait aussi parce que c'était, comme c'est quand même en partie autobiographique, je pense que l'idée de jouer le rôle de mon père, ça le mettait peut-être mal à l'aise vis-à-vis de moi, je ne sais pas. Enfin bon, bref. Et à force d'insister, finalement, évidemment, il a accepté, je pense qu'il s'est... Donc, il ne voulait pas mourir. Parce qu'en fait, ça lui plaisait beaucoup. Ah oui, 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 ça lui plaisait beaucoup. De jouer. Mais il ne voulait pas mourir. Mais donc, quand il y a la scène, justement, avec... toute la scène avec les fiançailles. Oui. C'est la table quand ils sont tous autour de la table. Normalement, ça a été tourné donc avant les scènes où on parle du départ du père, bien sûr. Hein. Tout le monde le croyait mort. Et normalement, cette scène-là arrivait après la mort du père. Comme on tourne dans le désordre, on n'avait pas tourné dans l'ordre. Donc, quand il est arrivé dans la pièce, évidemment, stupéfaction. Et moi-même, j'ai pas du tout, il m'a pas prévenu du tout. Il a prévenu personne, des acteurs en tout cas. Il a Donc, forcément, il il a dû prévenir le cadreur et l'assistant Il m'a réalisateur. prévenu. Voilà. Et en fin de compte, tout le monde était sidéré, d'ailleurs ça se voit. Et c'était surtout Sandrine, parce que Sandrine, c'est son premier film, elle savait ce qu'elle devait dire, etc. Et on voit dans tous les regards, ce qui est formidable, c'est que tout le monde est saisi, mais pas du tout pourquoi, parce qu'ils se disent ce qu'on va faire. Et en fin de compte, il amène la scène là où il veut, car en fin de compte, il réglait un compte avec Fieschi, qui joue l'ami du frère, qui est un journaliste de cinéma, qui avait écrit un article sur lui, je crois qu'il lui C'est déplaisait. compliqué que ça, mais enfin, Voilà. vas-y. Et alors il y va, c'est lui qui prend la scène en main, et aussi parce que là dans le montage on s'aperçoit, mais très tôt elle l'avait giflé, c'était Evelyne Kerr qui a l'idée de gifler, et donc ça démarre la scène. Et après on a tourné aussi, elle est assise et c'est juste à la fin. Mais dans cette scène justement des fiançailles où Piala entre à la stupéfaction, effectivement, on le voit dans les contre-champs de ceux qui sont à table, Piala, lui, avait, j'allais dire, prémédité son texte. Il avait le texte qu'il dit, Van Gogh, Oui, tout ça, il avait oui. ressassé, et donc il avait, lui, ses répliques aux autres de suivre et de s'adapter. Ils ont ça. suivi, Et ils ont suivi. Mais la Sandrine. gifle que lui donne Evelyne Kerr, ça, il ne l'avait pas prévu. Ah non, c'est elle qui lui a vraiment collé. Mais oui. Et Sandrine même, elle était formidable parce qu'elle improvise aussi. Elle fait comme les autres, elle a une très jolie phrase d'ailleurs. Et elle a été incroyable cette jeune fille parce que c'était une jeune fille, elle était vraiment jeune. Elle était aussi à l'aise, mais on voit dans son regard, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il ne devait pas être là. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est vraiment une scène, bon, elle est devenue Bon, très célèbre, elle a été beaucoup commentée. oui. Parce Il y que a eu 2 effectivement- jours tout de même. Il y a eu 2 jours de tournage, puis après il y a des contre-champs, il y a des plans. Mais c'est fou parce qu'elle est connue comme la scène la plus formidable du film. Alors, ça aurait pu être une catastrophe et c'est une merveille. Mais en fait, ça fait partie des expériences que Piala, qui par ailleurs avait été peintre dans une première vie, s'autorisait. Oui. C'est-à-dire que dans un tournage classique, dans ce qu'est une économie de production, ce que sont des délais, ce que ça coûte, personne ne fait ça. Mais Ou très peu de gens ont l'idée, par exemple, de, entre guillemets, piéger les acteurs, d'apparaître alors que le personnage est mort, d'oser en quelque sorte. Qu'est-ce qui se passe là? Il fait une expérience, il gâche de la pellicule au sens où on gâche de la peinture. Qu'est-ce qu'il fait? non, parce que le film il n'y avait pas beaucoup d'argent, très peu. Hein. Mais je crois que ce que vous dites est vrai, il était peintre, il était déjà peintre, d'ailleurs il avait toujours envie le lendemain de retourner la scène, il venait toujours dire « oh j'aurais fait ci, j'aurais fait ça », un peu comme quand les peintres barbouillent la toile et recommencent. Il était vraiment comme ça, je les voyais très souvent, il regrettait, mais il n'avait pas d'argent. Mais le film n'était pas fait, il ne dépensait pas d'argent, il y avait une économie, on était très pauvres. Hein. D'ailleurs, l'histoire originelle
et jusqu'au scénario se déroulait normalement dans les années 60. Oui, alors justement, ça se déroulait dans les années 60, et donc même les costumes, non, maintenant pas trop je trouve, mais On voit plus. non, on voit pas, mais c'était pas possible de faire le film dans les années 60, ça demandait trop d'argent, Voilà. surtout dès qu'il y aurait des scènes d'extérieur, Reconstituer. ça devenait compliqué, ça coûtait de l'argent. Donc voilà, c'est resté. Oui, c'était... Je ne sais pas ce qu'on peut ressentir au point de vue époque, je ne me rends pas compte. Quand on voit le film. On a un sentiment d'années 80, sauf peut-être l'atelier. L'atelier qui, lui, mais encore faudrait-il s'y connaître. Piala, dans un entretien, disait peut-être c'est dans l'atelier qu'on voit parce que maintenant les fourreurs ne travaillent plus comme ça. Il dit mais comme on les voit peu travailler, je pense que ça passe. Il y a surtout de moins en moins de fourreurs. Mais la jeune fille qui est dans le film, qui était étrangère, elle était formidable comme assistante de fourrure. Et elle a épousé le chef électricien, ils ont ouvert une boutique qui s'appelle À nos amours. Ah oui, ça c'est une jolie histoire parce que la jeune fille qui fait la mécanicienne dans le film, c'est elle qui a apporté la fourrure et tout, voilà. Parce qu'elle travaille dans la fourrure. Et donc le chef électricien qu'on adorait, qui est un type formidable, ils ont eu une histoire d'amour, ils se sont connus pendant le tournage, ils ont eu une histoire d'amour, et après le tournage, ils ont ouvert un magasin de fourrure qu'ils ont appelé À nos amours. Et ça, vraiment, c'est joli. C'est une jolie histoire. René Rochera. Et c'était un chef électricien, je crois, même pour tous les chefs opérateurs à l'époque, c'était vraiment l'éclairagiste le plus talentueux. Il travaillait pour Maurice, mais alors avec vraiment, c'était formidable. C'était fait, oui. Voilà. Ça a été un travail collectif, tout le monde. Enfin voilà, tout le monde mettait la main à la pâte. Ah oui, tout le temps. C'était très chaleureux comme tournage. Mais tout le monde mettait la main à la pâte parce qu'à la fois, c'était des vrais grands professionnels. Jacques Loiseleux, dont vous parliez, Willy Current, le preneur de son direct. Oui, voilà, c'était des grands professionnels. Et puis, Piala leur demandait cette implication, effectivement. Mais comment, en même temps... Ça venait naturellement. Oui. Il leur disait pas, vous allez... non. Ils avaient envie, ils donnaient envie. Et les gens avaient envie. Oui. Mais le même Piala était capable de changer complètement d'idée ou d'envie, ou dire je veux pas tourner aujourd'hui, ou ce que je veux dire, c'est comment, quand on est assistant réalisateur, par exemple, assistante réalisatrice, comment on fait pour faire un plan de travail? Alors ça, il y avait un plan de travail, on l'a jamais suivi. C'est-à-dire qu'on devait faire 9h-18h, on faisait toujours midi, 7h30. Mais nous, on le savait déjà, là, on prévoyait tout pour midi. Mais des fois, il m'appelait, il me disait, demain, je voudrais avoir tous les acteurs. Et je lui disais, mais Maurice, tous les acteurs ne sont pas devant leur téléphone. Vous savez, on ne pourra pas tous les avoir à 9h du matin. Alors, il changeait. Mais, il changeait de quoi? Il changeait de scène? Non, il reprenait ce qu'on devait faire. Mais il avait toujours des envies comme ça. Et quand on pouvait, on le faisait, c'est vrai. Mais il était incroyable parce qu'il avait toujours... Comme il disait, alors je vais faire. Ce qu'il ne faisait jamais, c'était cette fameuse scène de fiançailles qu'on voulait lui faire faire. Alors ça, parce qu'évidemment, il avait une idée dans la tête. Mais il était changeant, mais en fin de compte, nous, on a eu de la chance, en tout cas, moi, j'en ai eu, puisque d'habitude, on se faisait virer pour moins que ça. Hein. Et je sais pas, ça a fonctionné, mais voilà. Ah, mais quand il aimait bien les gens, il les aimait bien. Ouais. Oui, c'est vrai. Par exemple, Sandrine Bonner, comment il s'est comporté avec elle pendant tout le tournage? Il était formidable avec elle. Mais des fois, il se trompait, parce que par exemple, il a voulu qu'elle habite chez moi. Il ne voulait pas qu'elle retourne dans sa famille. Il voulait la couper. Et je lui disais, Maurice, c'est pas bien, parce que Sandrine, elle me parlait toujours de ses parents, enfin, de sa famille, ses sœurs, ses frères, ses copains. Elle aimait bien sa ville, etc. Elle était dans une banlieue. Et elle a habité chez moi avec mes enfants, et avec mon fils, d'ailleurs, qui tourne aussi dans le film. Et elle était très très gentille, mais je sentais qu'elle était malheureuse parce qu'elle était coupée justement de ce qui était sa vie. Et après, j'ai vraiment persuadé Maurice qu'elle reparte tous les soirs avec, on l'accompagnait, qu'elle reparte chez elle. Mais elle est restée presque un mois chez moi. Elle était adorable, mais c'était une erreur, je trouve. Il était paternel avec elle. Ah oui, très, très, très.
Elle était, vraiment, il l'entourait. La seule chose qu'il lui disait quand il obtenait pas ce qu'il voulait, Florence, on va appeler Sophie Marceau. Alors ça la rendait dingue. Elle était tout de suite. Voilà. Mais elle était formidable comme C'est drôle. C'était incroyable comme la séquence. Oui, je oublie toujours. La séquence des faussettes, comme elle s'est mise dedans. Et alors, vous savez, on ne le voit pas, mais Maurice, il commençait la scène, il parlait, enfin, il répétait. Ça, et moi, il me faisait signe. On mettait le moteur sans le dire aux acteurs ni aux personnes. Tout le monde le savait. Et Willy Curran, par exemple, mettait le moteur. On commençait à tourner la scène. Et c'était toujours souvent le début, avant même qu'elle pense qu'elle va tourner, ou qui était formidable. Il faisait ça tout le temps. Avec beaucoup d'acteurs, il a fait ça. Ça donnait une vérité. Parce que ce qui l'intéressait, c'était la vérité, la simplicité. C'était toujours... Plus on était proche d'une réalité normale. C'est pour ça que quand il parlait d'Isabelle Huppert, qu'il adorait, c'était son actrice vraiment fétiche, il l'aimait beaucoup, il disait elle est tout de suite normale, elle est tout de suite simple, et c'est ça qu'il voulait. C'est aussi pour ça qu'il ne voulait pas des acteurs qui jouent, qui prenaient des gens qui n'étaient pas professionnels. Enfin, donc beaucoup, il était plus à l'aise avec des gens qui parlaient, même si des fois ils étaient plus gauches, mais ça l'intéressait beaucoup plus. Ça l'intéressait et il s'attachait. Mais aussi, j'allais dire, presque comme un fils de pauvre, il osait des choses dans la société, et donc dans la société du cinéma, qu'on n'ose pas. C'est-à-dire que, par exemple, il a fait jouer sa concierge dans le film. Il donnait des postes techniques à des gens qui n'étaient pas, comme il pouvait vous proposer, d'être directrice de production. C'est-à-dire qu'il osait, j'allais dire, des déplacements qui ne se produisent pas dans la société. Et même moi, comme assistante, je ne connaissais rien au long métrage. J'ai appris sur le tas tous les jours. Bien sûr, vous parlez de sa concierge qui joue dans Utilise la maîtrise. Oui, voilà. Mais quand il était peintre, vous avez exposé ici plein de tableaux où il a peint le fils de sa concierge, qui n'est pas la même concierge, bien sûr. Ouais. Donc il avait, bon, l'enfance nue est là pour le dire, enfin il avait un goût pour justement des gens qui ne sont pas souvent montrés ni représentés, ou du moins pour qui le cinéma est à des années-lumière de leurs préoccupations, et qui tout d'un coup se retrouvent en situation. Parce qu'il a ce pouvoir, en quelque sorte, de troubler une sorte de jeu social, au moins pour le temps d'un film. Mais dans la vie, ce ne sont pas les acteurs ou les actrices qui l'aiment particulièrement, enfin ce sont les gens qu'on peut rencontrer. Voilà, c'est ceux qui l'intéressent, qui le... Oui, mais même quand on faisait des castings de techniciens, au début, on cherchait un accessoiriste au début. Il y a un monsieur qui est arrivé, et puis il y avait des objets sur la table, et donc il lui a parlé, il lui a expliqué, et puis à la fin, le monsieur est parti, il m'a dit Florence, vous avez vu comment il touchait les objets, comment il les reposait Je lui ai dit oui, c'est très bien, mais j'ai peur qu'il soit alcoolique. Alcoolique, parce que le gars était nez rouge et tout. Je lui ai dit, vous savez, il va peut-être pas venir tous les jours sur le tournage. Et en effet, ça a été la raison pour laquelle on l'a pas prise, parce que dans la préparation, il n'est pas venu pendant 2 jours. Mais c'était ça, il disait, vous avez vu comment il prend les objets, comment il les repose. Ah, c'est bien. Ce sont des choses comme ça qu'il touchait. Il aurait pu l'engager d'ailleurs. J'ai eu le malheur de lui dire ça, mais je crois que j'avais raison. J'étais plutôt, je voyais ce monsieur qui était très sympathique du tout, mais je me suis dit, oh là là, ça va être dur. Une dernière chose, et après je vous donne la parole, le montage lui-même, il y avait donc beaucoup de matière, beaucoup de prises, beaucoup de... Comment il y a eu plusieurs monteurs et monteuses, vous-même vous en avez été. Alors moi j'ai commencé le montage, bien sûr, tout naturellement, mais malheureusement on s'est fâché pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le montage, pour des raisons d'ordre privé. Et donc après, je crois que c'est Sophie Coussin, dans l'ordre, Sophie Coussin. Puis Yann Daudet. Yann Daudet est arrivé après. Mais est-ce qu'il y avait... À la fin, non? Oui, il a fait la deuxième partie. Mais est-ce que vous qui avez monté plusieurs films de Piala, comment il était dans la salle de montage? Est-ce qu'il donnait des directives là aussi claires? Non, je vais le dire autrement, et après je vous laisse répondre. C'est quand on voit les films de Piala, on est très souvent, et dès l'enfance nue, sidéré par les audaces en termes d'ellipse, de temps, parfois d'espace, comment 2 scènes, ou même ici, dans le film, comment 2 personnages peuvent s'engueuler
dans une scène, et dans le raccord, donc dans la scène suivante, semble dans une toute autre disposition d'esprit. Et on ne sait pas si cette Ça scène fonctionne. est du même jour ou du même moment, ou si elle est 3 semaines après. Est-ce que, par exemple, ce principe, ou ce qu'on éprouve en tant que spectateur, est quelque chose qui était recherché dans la salle de montage? C'est compliqué à expliquer, c'est quand même le principe du montage, c'est à la fois d'avancer, de surprendre, c'est-à-dire que sinon c'est gnangnan, hein, si on reste dans la même tonalité, donc, mais c'est pas... Donc il y a des changements, à part les films qui ont été montés vraiment dans l'ordre du scénario, ce sont Nous ne vieillirons pas ensemble. Ah, La Gueule Verte, on a échangé des séquences, on a échangé des ordres de séquences. Mais par exemple, pour vous donner une idée, je ne sais pas si ça répond à votre question, L'Enfance nue. Le premier montage de L'Enfance nue durait 4 heures. C'était le premier film, le premier long métrage de Maurice, mon premier film comme monteuse. Donc, et alors là, on était totalement inconscients parce qu'on a fait venir à cette projection les distributeurs qui étaient les frères Siriski. Je ne vous dis pas comment ils sont sortis effondrés. Je ne sais même pas s'ils nous ont dit au revoir. Donc de 4 heures, il fallait bien arriver à 1h30, 1h23, je ne sais plus exactement. Donc c'est du boulot, c'est des essais, c'est de la sévérité, de l'exigence. Mais aussi de la prise de risque sur, justement, est-ce que cette ellipse est tellement grande que personne ne va comprendre comment on en est arrivé là, ou si quand même le spectateur va faire ce travail? Il est bien obligé. Non, écoutez, moi je ne sais pas, Mais ça me paraît lisible. Mais Maurice aussi avait été monteur au début, non? Il n'a pas fait du montage. Quand il a fait des reportages, il a dû les monter Oui, lui-même. il Voilà. m'avait dit. Je ne sais plus ce que vous m'avez demandé. Donc le montage de À nos amours, vous avez au début, comment il était dans la salle de montage avec vous, indépendamment de la brouille, Non, il y avait quoi comme... vous aviez un principe directeur ou il s'est trouvé Le plus tard? principe directeur, c'est de jeter ce qui n'est pas bien et de se démerder avec le reste. Et de ça, quoi. Il y a quand d'abord un même, coup de hein. tableau, tout le monde. C'est ça. Quand même avec plein de scènes qui ont disparu. Pas énormément. Pas énormément. Ouais. Non, sur ce film-là, pas énormément. Ce qui a disparu et que je regrette beaucoup, et c'est la vie, c'est comme ça, ce sont les scènes qu'on n'a pas pu tourner avec Evelyne Kerr, la mère, parce qu'à cause de sa maladie. Il y avait des scènes aussi de ça à manger avec la famille et le voisin qui était un acteur dont j'oublie le nom. Là. Oui, c'est vrai. Et qui ont disparu. Qui ont disparu, oui, c'est vrai, t'as de la mémoire, dis donc. Oui, bah oui. Et ce qui était drôle, c'est que dans cette salle à manger, il n'arrêtait pas de me dire il faut remplir tout. Tout était rempli de nourriture, les verres. Tu te souviens que j'étais l'accessoiriste du coup? En plus, dans Sanglier, j'ai fait accessoiriste sur le film. Oui, t'as tout fait. Oui. Ben oui, parce qu'on était obligés. Oui. L'équipe avait disparu à mon arrivée. Il est resté juste Jean-Paul Camaille, qui a fait tout le film de décorateur, mais les autres, ils étaient partis. Mais sur le film, nous n'avons pas eu d'autres incidents de départ. Ça, parce que tout le monde m'avait dit, tu vas voir, il fait des charrettes tout le temps. Les charrettes, c'est-à-dire qu'il vire des gens. Il y a eu beaucoup ça a été harmonieux. Vraiment harmonieux. Oui, d'ailleurs, un jour, il est venu me voir et il m'a dit ah, Franche, pour que je vous vois, j'ai une charrette. Alors, je lui dis ça recommence comme tout le monde. Et je lui dis alors, c'est moi que vous voulez renvoyer? Il me dit mais enfin, vous n'y êtes pas du tout. Il m'engueule, quoi, pratiquement. Il me dit non, c'est votre assistant Cyril. Je pense qu'on va le mettre à la régie. Et la jeune femme de la régie, elle va venir avec vous. J'ai dit non, Cyril est exceptionnel. Il n'y a aucune raison qu'on change. Et puis elle était à la régie, c'était Sylvie Danton, qui est devenue sa épouse, et elle était formidable, elle était dans la cuisine, elle se débrouillait, elle avait la cuisine comme bureau, et elle faisait un travail, elle était extrêmement efficace. J'ai dit non. Et je ne me suis même pas rendu compte que je lui tenais tête. Il est parti. Et je racontais à Arlette que pendant toute la semaine, il se mettait de l'autre côté du plateau et il disait « La générale de Gaulle a dit le putsch ne passera pas ». Alors je l'écoutais et je n'ai même jamais dit à Cyril ni à Sylvie. Voilà, c'était Maurice. Mais, oui.
rien à voir avec tout ça. Il y a un truc qui m'a frappé tout à l'heure dans le film, c'est quand il répète Marivaux, là, à la colonie de vacances, dehors, enfin, il y a un cintre en plastique blanc sur le tronc de l'arbre qui est resté. Mais T'as vu ça? Oui, mais ça peut être parce que c'est une pièce de théâtre de connu. Ça m'a fait rire, quoi. Je me suis dit. Mais en tout cas, ce que vous dites sur cette idée qu'il avait de changer un tel de poste pour le mettre ailleurs. Oui, des fois, il changeait, vous virez. Hein. Mais oui. Moi, c'était même pas, parce qu'il n'avait aucune raison. Mais on a le sentiment que par moment, et sans doute c'était quelque chose de très fort chez lui, qu'il avait toujours peur que que la routine s'installe, ou que le film ressemble à un autre film dans son processus de fabrication. C'est quelqu'un de fantasque dans la vie, hein. Oui. Donc, et d'humeur changeante aussi. Donc il change, il faisait pareil. De l'imagination, oui, puis nous, ça c'est pas. Il n'a jamais renvoyé personne, mais il y avait aussi, tout le monde vous disait, quand il va faire s'il vous dit qu'il va faire la vidange de sa voiture, ça veut dire qu'il ne revient plus. Alors moi, j'avais qu'une peur, c'est qu'il fasse la vidange. Il a fait la vidange sur plein de films, et puis ils l'ont cherché pendant 3 jours. Alors, un jour, Argentino, qui était un formidable assistant aussi, me dit « Florence, il faut que tu rejoignes Maurice, il était à la Marquise de Sévigné. » Je lui dis « Maurice, à la Marquise de Sévigné, c'était sur la place Victor Hugo. Et je le trouve devant un chocolat. Il me dit « Oui, il faut que je vous parle, je vais abandonner le film, je suis très malade. D'ailleurs, je vous ai apporté des ordonnances. » Il commence à me sortir des ordonnances, des trucs. Je dis « Maurice, c'est pas possible. » Il me dit « Oui, vous allez reprendre le film. » Je dis « Mais Maurice, je suis incapable de prendre le film. Déjà, au début du tournage, je ne savais rien. Voulez-vous que je tourne à votre place? Si, vous allez tourner à ma place, vous allez vous y arriver très bien et tout. » Et alors j'étais là en train de le persuader. Arrive Cyril. Et Cyril vient me chercher parce que voilà. Et puis lui, il dit « Mais oui, Florence, faisons-le. » Et là, je le vois. Il devient comme ça, il ne me dit rien. Et pendant qu'on repart tous les trois, il me dit « Il y en a un qui a été plus rapide que vous, vous avez vu. » Et c'est 8 jours après qu'il m'a fait le coup de changer de... Voilà l'histoire. Parce que Maurice... Il n'avait qu'une idée aussi, c'est que les gens venaient pour lui prendre quelque chose, il fallait pas avoir envie de prendre sa place, quoi. Et quand on me dit, maintenant tous ces gens ont été inspirés par Maurice, tous ces réalisateurs, ça ne lui plaisait pas tellement, il voulait rester lui. Et Cyril ne s'est pas rendu compte, et il le disait avec gentillesse, parce que c'est un type formidable, qui adorait Maurice Pialat, mais il ne s'est pas rendu compte, il a dit, mais oui, on va le faire, viens. Alors, il a tourné, alors on lui a dit de revenir, il s'est mis sur un canapé, on a fait semblant de tourner à sa place, et il commençait à... Il était allongé sur un canapé. Il était sur un canapé, sur un petit canapé qui était là. Et puis dès le début, il a commencé à dire non, il a commencé à se lever, ça. Il était moins mourant. Là. Oui, il était plus mourant du tout, il a tourné toute la journée, et le soir, il m'a pris un moment, mais je le dis, c'est pas très bien élevé, il m'a dit, je voulais vous dire que vous m'avez fait tourner, vous êtes la reine des putes. Voilà. Jamais parler de maladie. Il n'y avait plus d'ordonnance. Ouais. Oui, il était vraiment exceptionnel. Est-ce que vous avez une question ou quelqu'un voudrait intervenir ou une remarque S'il y a un micro, si quelqu'un a un micro, qu'il parle. Toujours de question. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette rétrospective. Alors, moi, je ne suis pas très familier du cinéma de Pialat. J'ai juste vu L'Enfance nue il y a quelques années. Et ce qui m'a frappé aussi dans ce film, et ce que vous avez pu rappeler, c'est qu'il donne la parole, ou en tout cas, il met en image des personnes qui n'avaient pas forcément voix au chapitre dans la société. Et moi, ma question, elle porte sur justement la réception de ce film dans son contexte de sortie. Est-ce qu'il a été considéré comme une atteinte aux mœurs ou je ne sais quoi? Est-ce que ça a pu susciter des réactions positives comme négatives à l'égard du traitement d'un personnage comme celui de Suzanne? Merci beaucoup. Je n'ai pas très bien compris la question, non? Est-ce qu'il a été critiqué pour avoir pris des amateurs, vous voulez dire? Non, plutôt sur la question de la liberté sexuelle de Suzanne. C'est ça qui vous... Ou même la cellule familiale telle qu'elle est montrée, défaillante. Telle qu'elle est représentée. En fait, comment le film a-t-il été reçu au moment de sa sortie? Est-ce que vous... Bien. Je ne crois pas qu'il y ait eu de critique sur ni la sexualité de
de Suzanne et tout ça. Non, j'ai pas l'impression qu'à cette époque-là, ça gênait beaucoup. Maintenant, ça serait différent peut-être. Non, je veux juste dire une chose, c'est que je ne sais plus en quelle année, je ne saurais pas vous dire l'année, mais je sais que À nos amours a été étudié au bac. Mais, Je ne sais pas si ça répond, mais... Surtout le film, donc il sort en novembre 83, et il est, au moment où il sort, le personnage de Suzanne, ce que le film raconte, est perçu comme sa liberté sexuelle, c'est perçu comme je dirais, la fin du mouvement 68, la génération des parents, la tolérance, et en même temps, il a été souvent compris, et me semble-t-il à juste titre, que le film disait, c'est pas parce qu'on est libre que c'est facile. Oui. Et c'est pas parce que la liberté sexuelle est en quelque sorte une conquête et à disposition que pour autant vous n'allez pas souffrir. Et il me semble que le film de Piala raconte ce double mouvement, et c'est aussi ça comment dire, on ne badine pas avec l'amour au début, d'une certaine manière rien n'a changé. Si tout a changé, rien n'a changé, il y a toujours de la souffrance, dans on ne badine pas avec l'amour, il y a un mort et une morte. Là, on entend à la fin que le personnage de Luc, dont Suzanne, jouée par Sandrine Bonner, est amoureuse, disons, tout du long, on entend que sa jeune amie, qui elle aussi est amoureuse de ce garçon, a pété un plomb et est partie avec un autre, on ne sait où et tout. Donc il y a là encore des comportements et des réactions qui sont identiques et qui demeurent des souffrances et des douleurs. Et je pense que le film était dans ce mouvement entre représentation de la liberté et en même temps le prix de cette liberté. Et puis, très vite, le film aussi a été perçu, alors a posteriori, comme le dernier presque film avant le sida. Donc vous le savez, Klaus Nomi qui chante Purcell sur la sublime scène où Sandrine Bonner est en proue du bateau, est mort du sida, et il est mort avant la sortie du film. Et très tôt, le film a été perçu comme une des dernières représentations de la liberté sexuelle avant la catastrophe du sida. Sinon, dans la presse, l'accueil du film est dithyrambique. Dithyrambique, absolument, mais j'avais une question pour Arlette Langman, parce que c'est intéressant cette histoire d'époque. Je trouve que le film, moi c'était mon adolescent, j'avais 13 ou 14 ans, je trouve que le film est très looké années 80, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est l'air du temps. Le personnage de Luc, par exemple, qui est effectivement un beau garçon, alors lui, la façon dont il est coiffé, etc., vraiment c'est les années 80. La boutique de fringues, c'est Crix, qui était boulevard Saint-Michel, qui était un peu l'Eldorado des adolescents de l'époque. Effectivement, Bernard a raison, Klaus Nomi, qui était une star à l'époque, qui va mourir du sida. Et puis par ailleurs, il y a des touches que vous n'avez pas changées, et je trouve que vous avez eu bien raison de ne pas les changer, parce que presque ça crée de l'intemporalité. C'est quand, par exemple, Besnéard dit « pour ma mère, pour une fille, ce qui est important, c'est le mariage ». Alors je ne dis pas qu'un frère n'aurait pas pu dire ça dans les années 80, mais effectivement ça sonne plus années 60 qu'années 80. Arrivé vierge au mariage. Voilà, et arrivé vierge au mariage. Et Bernard a raison, c'est plutôt des années où si on est menacé par quelque chose, la contraception c'est à peu près réglé, ce qui n'était pas le cas dans les années 60, et si on est menacé par quelque chose, c'est plutôt le sida qui va montrer son nez de façon massive quelques années après. Vous aviez conscience, vous et Maurice Piala, de ce décalage entre le scénario que vous aviez écrit et l'époque? Ah oui, bien sûr, on s'en rendait compte et on était un peu entre deux chaises, quoi. Oui, ça a été une question délicate. Oui, on avait tout à fait conscience. D'autant que vous étiez ensemblière à la décoration, donc la question des objets, des tenues, de tout ça a été une question. Non, la décoration, oui, la décoration, elle est très épurée, donc non, la décoration, pas de problème. Pour l'habillement, l'habillement, je ne sais pas trop quoi dire. En fait, elle a été habillée. J'ai retrouvé plein de vêtements à moi, d'ailleurs, dans le film. Valérie Chouet, qui avait apporté ce vêtement.
Et Valérie Schlumberger. Valérie aussi. Schlumberger, donc qui joue Qui joue là. la femme, c'est voilà, la qui l'épouse était- de Robert. Voilà. Et qui était donc costumière. Oui, tout le monde a porté des choses. Voilà. C'était un peu, c'est pour ça que je dis, tout le monde mettait un peu la main à la Et pâte. c'est vrai que le film, il n'en souffre pas, n'en pâtit pas. Il est effectivement, Tant comme mieux. vous dites, entre deux âges, deux époques. Ça se mélange et ça passe. Ça passe parce qu'on est emporté par ce qui se joue. Mais effectivement, il y a des quelques traces encore j'allais dire, du texte d'origine. Oui, oui. Et puis, il y a l'époque dont le film est devenu presque une capsule, quoi. Il a encapsulé l'époque, et sans doute que ça, c'est aussi un des grands talents de Piala. Est-ce qu'il y a une autre remarque ou question? Oui, j'aurais voulu savoir, parce que vous avez dit que dans l'enfance nulle, le film, le premier montage, avant le premier montage, durait 4 heures. Il y a beaucoup de films de Piala qui sont très longs, qui ont été recoupés. Je voudrais savoir s'il y a des traces de ces roches non montées ou montées avec le son. Est-ce qu'on pourrait les voir? Est-ce que ça a été entreposé quelque part, conservé, etc. Alors là, vraiment grande question. Hein. Je sais, c'était Éclair, À mon avis. des films, je sais plus si c'était Éclair ou LTC. Micro. Pardon, je sais plus si c'était Éclair ou LTC. Je crois qu'LTC n'existe plus, il Non. me semble. Hein. Et est-ce qu'il n'y a pas une triste tradition des productions de ne pas garder les rushs? Je veux dire, Ça, c'est une excellente question. Ah oui, Ce serait très intéressant. Imaginez les effectivement. présents de scène Il de y avait scène un grand fort de Vincennes, Ouais. on envoyait tous les rushs dans des boîtes, mais après je crois que ça se détruisait. Hein. au bout d'un moment, c'était Ouais. détruit. Je pense que. J'en ai bien peur. Hein. Ouais. Ouais. Ça serait intéressant, par exemple, ça aurait été intéressant, surtout par exemple pour l'enfance nue, les scènes avec les Thierry, je ne sais pas si vous avez vu le film, Donc la donc famille. les deux, le couple âgé, voilà, le deuxième qui couple accueille l'enfant. d'adoptants, oui, qui accueille l'enfant. Ouais, mais c'est pas. C'est comme ça. Voilà. Ouais, On a des choses chez nous, il y a le feu, ça brûle, on perd tout. C'est pareil, voilà. Peut-être Ouais. que maintenant c'est plus facile. Oui, peut-être que maintenant, avec le numérique, C'est plus facile. ceux qui tournent en numérique, tout le monde ne tourne pas encore en numérique. Il y a encore des résistants. Mais, ouais. Un grand merci pour cette formidable rétrospective qu'on attendait depuis longtemps. Je me pose une question quand même, c'est l'absence de Sandrine Bonner pendant cette rétrospective. Alors est-ce qu'il y a des problèmes affectifs, des problèmes... Non. J'aimerais Non, savoir je crois qu'il y a- pourquoi elle enfin, n'est pas là. Je pense qu'elle n'est pas là parce qu'elle ne pouvait pas se libérer. On l'a évidemment invitée. Elle a répondu qu'elle n'arriverait pas à être là. Mais Dieu sait qu'entre certaines actrices et Piala, il y a eu des tensions. Mais je crois qu'avec Sandrine Bonner, Non, pas du tout avec Sandrine. pas du tout avec Sandrine Elle Bonner. n'était pas libre, c'est tout. Et la preuve, c'est qu'elle-même a raconté que Piala et elle ne s'étaient pas parlé pendant 10 ans. Et elle a raconté dans une émission qu'un jour Michel Drucker l'a invitée, elle, et lui a dit il faudrait qu'il y ait Piala. Et elle a dit oh là là, mais moi je me sens pas de l'appeler, il va m'engueuler, appelez-le. Et donc Michel Drucker, hein, c'est bien qu'on parle de Michel Drucker ici, en tout cas il l'a appelé, et il est venu, et il y a des images d'une émission de plateau de Vivement Dimanche, où on voit Sandrine Bonner et Maurice Piala ensemble, et qui échangent, et qui discutent, et qui s'embrassent, et qui promettent même de se revoir après l'émission pour faire une bouffe. Très bien. Je me dis que vraiment aujourd'hui, on ne la voit plus assez, et c'est très dommage parce que elle joue très peu quand même. On ne la voit pas beaucoup, hein, Sandrine Ça, Bonner. c'est pas une question. C'est une remarque d'une cinéphile. Est-ce qu'il y a une autre question? Et c'est peut-être un choix d'ailleurs. Là. Bonjour. Vous parliez du sida avec le décès de Klaus Nomi, mais il ne faut pas oublier que Cyril Collard a réalisé Les Nuits Fauves et qui est décédé lui aussi du sida quelques années plus tard. C'est 10 ans après. Absolument, oui. Oui. Là, Madame, vous avez un micro. Oui, pour moi, ce que j'ai préféré dans ce film, c'est qu'on a toujours l'impression que c'est improvisé, les dialogues. Et je voudrais savoir, en gros, vous avez un peu répondu à la question en disant que souvent, il ne faisait pas le clap, comme si le tournage n'était pas commencé alors qu'il était commencé. Je voudrais savoir
la part des dialogues écrits qui ont été dits et la part d'improvisation. L'improvisation par rapport au dialogue. Ma question n'est pas claire, non? La part improvisée, vous voulez dire quoi? Disons, on va dire 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers pour les dialogues écrits, c'est ça? Voilà. Oui, c'est ça. Il y avait du animé. Mais on a toujours le sentiment dans le jeu que c'est improvisé. C'est ça qui est formidable dans ce film. Mais il faisait, je parle sous votre contrôle, Allez-y. Piala faisait très peu de répétitions avant la prise. D'accord. Voilà. Et pas de répétition avec le texte, pour Ouais. pas fatiguer en quelque sorte le texte. Eh ben, c'est formidable. Voilà. Et effectivement, je pense que la bonne proportion est celle-ci, mais ça veut dire que quand on parle d'improvisation, c'est toujours sur la base d'un texte. C'est toujours autour Oui, du texte. Il y a une trame, il y a un texte, il y a des dialogues, et après, les acteurs peuvent ajouter quelque chose, et ça, Piala est très preneur. L'histoire de la fossette, Oui, par la exemple. Fossette, par exemple, à la fin, quand elle dit oui, ça part, Elle est partie, la Elle est fossette, partie. elle aussi, elle en avait ça marre, elle est vient, ça partie. vient de Sandrine. Ça vient de Sandrine Bonner. D'accord. Non, mais c'est formidable. Et en même temps, il lui parlait souvent de sa Fossette avant, donc elle avait quelque chose dans la tête et tout, parce que, voilà. Et puis Sandrine a des expressions à elle Bien sûr. qui n'étaient pas les expressions de. Et lui-même, du son personnage qu'il dit, c'est pas improvisé, c'est écrit, lui. Qui Piala, dans le film. Bien sûr. Oui, Bien sûr. Non, oui, là, on sent que c'est pas, lui, on sent pas qu'il improvise. Bien sûr. On sent que c'est bien écrit, quoi. que c'est écrit. Mais tous les personnages ont un texte à dire, et après, il se passe ce qu'on vient d'écrire avec la Oui, oui. fossette. Pas toujours, mais oui. Pas toujours. Voilà. Et ça peut arriver. Ouais. Oui, dans les fiançailles, par exemple, Voilà. il débute Voilà. sur ce qu'il devait dire, puis après, il a fallu. Et par exemple, ce que vous racontiez, c'est que Sandrine Bonner, elle avait un langage à elle, et que ce langage à elle, c'était pas le langage d'Arlette, et que c'est ça aussi qui a, en quelque sorte, actualisé le film, Exactement. et l'a ramené dans les années 80. Oui, C'est les expressions bien sûr. qu'elle avait. Et ce côté improvisation, comme ça, donne un côté documentaire au film qui est tout à fait formidable. Oui, absolument. Oui, vous avez raison. Hein, Voilà. Ce qui est très beau, c'est effectivement l'impression qu'on peut avoir que tout est improvisé, Oui, oui. alors que c'est beaucoup plus Oui, bien rigoureux sûr, que ça, bien sûr. et que de toute façon, je pense que Piala ne croyait pas à l'improvisation sèche, Oui. l'improvisation sans rien. Hein, les acteurs n'étant pas comme disait Sylvie Vallet, les acteurs, c'est pas des auteurs. Donc il leur faut un texte à partir Oui. duquel ils peuvent excéder le texte. Mais au départ, il y a de l'écrit. D'accord, merci. Bonjour. Je suis curieux par le scénario original, Le Fille du Faubourg. Est-ce qu'on peut voir les traces dans les personnages secondaires, par exemple? Parce qu'en regardant, j'ai ressenti une profondeur dans les personnages secondaires. On sent Si quoi c'est vrai, une profondeur. Est-ce que, par rapport aux filles du Faubourg, qui avaient beaucoup de personnages, qu'est-ce qu'il reste de ces personnages secondaires dans Un Nos Amours, dont monsieur trouve que ces personnages secondaires ont beaucoup de profondeur? Mais est-ce que beaucoup d'autres personnages des filles du Faubourg ont disparu? Qu'est-ce qui reste de ce peuple secondaire? Les personnages secondaires, les autres filles, elles avaient des scènes plus importantes où elles s'exprimaient plus, on suivait leur histoire. On ne pouvait plus se le permettre, on n'avait plus le temps, quoi. Donc il reste, je ne sais pas comment je pourrais exprimer. En fait, les filles du Faubourg, c'était une nouvelle chorale. Oui, c'est C'est-à-dire ça. que les filles C'était une nouvelle vivaient, chorale. voilà. Voilà, c'était une nouvelle chorale avec quand même la famille de Suzanne en principale. Voilà. Même si on voyait aussi les autres parents. Ouais. Mais c'était vraiment la famille de Suzanne qui était la famille principale. Ouais. Tout à fait, qui était la vôtre. Oui, qui était ma famille. Ouais. Et je redis que, puisqu'Arlette Langman a déposé à la Cinémathèque des archives, elle a déposé entre autres cette nouvelle, vous pouvez lire à l'espace chercheur de la Cinémathèque, à la fois la nouvelle d'une 40aine de pages qui s'appelle Les Filles du Faubourg, et vous pouvez lire l'adaptation dialoguée qui, elle, est beaucoup plus copieuse, et qui s'appelle Suzanne. Tout ça a mené à Nos Amours, tout en sachant que, finalement, Les Filles du Faubourg, en tant que tel, n'aura jamais été adapté, même s'il a servi à Passe-ton-bac d'abord, même si ce récit a servi à Nos À Amours. Passe-ton-bac, non.
À Passe-ton-bac, non. À Passe-ton-bac, non. C'est une autre histoire, Passe-ton-bac. Je peux en parler maintenant. Oui, il y a dans ce film, ça raconte l'histoire de Claude Berry, entre autres. On voit Claude Berry dans le film, enfin, c'est le personnage joué par... Oui, il connaît. Alors, il y a qui est Claude Berry dans le film, vraiment? Mais... Alors, on pense tout de suite à un film de Claude Berry, où il fait jouer son père, Yves Robert, qui est joué par Yves Robert dans son film. Et ça se passe, voilà. Et ça se passe à peu près à la même époque, c'est ça. On voit dans le film de Claude Berry, on voit les scènes dans l'atelier, on voit le père fonctionner. Mais alors là, c'est 2 films, ça raconte, voilà, les personnages sont... le film de Yves Robert, il est solaire, il est... comédie. C'est la comédie, il est solaire, alors que ce film-là est noir, c'est cynique, c'est horrible, les personnages sont fous, ils sont proches de l'hystérie. Je voulais savoir le décalage, regarde en fait, si vous voulez, mon frère a raconté sa vie, moi j'ai raconté la mienne. Voilà, donc c'est les histoires de point de vue et de vie, et puis surtout l'intimité. L'intimité de la jeune fille, c'est pas l'intimité du frère. Donc c'est vraiment 2 histoires. Ah oui, vous trouvez qu'il est noir le film? Là, je ne m'en rends pas compte. Ouais. Il y a des scènes qui sont insoutenables de violence. Oui, mais c'est pas noir quand même. On n'a jamais vu des cours. La comédie elle est en sang à un moment donné, c'est du. Evelyne Kerr est en sang, c'est son sang. Oui. Je crois que c'est unique dans l'histoire du cinéma de voir un acteur se blesser physiquement, se retrouver en sang, sachant qu'elle a. Enfin, ça, on ne le savait pas à l'époque, mais elle a un problème au cerveau. Oui. Non, c'est hyper violent. Au cinéma, c'est hyper violent. Mais vous savez, c'était pas. Normalement, ça n'aurait pas dû être comme ça. Il y avait des scènes de violence, mais quand même avec plus de tenue. Plus de tenue. Là, vraiment, Evelyne, enfin, on aurait des choses à raconter qu'on ne peut pas dire ici. Et Florence en a vécu énormément avec Evelyne, mais des fois, elle devait tourner, il fallait la chercher. Elle était chez un coiffeur, à un moment donné, elle était allée chez le dentiste, on l'a retrouvée dans le lit du dentiste, parce que, non pas pour dormir avec le dentiste, mais parce qu'elle lui avait fait pitié. Enfin, c'était des histoires tellement folles. Oui, elle était partie. Donc elle n'a pas su, comment dire, elle n'a pas su tenir. Il y avait des scènes de violence, mais qui étaient contenues, qui différentes. Pas dans tous les sens comme ça, quoi. Oui, on est obligé de Moi, je le regrette beaucoup, ça me dérange, mais bon. C'est comme ça. Oui, elle était un point quand même, elle avait disparu, et je l'avais retrouvée, enfin je la cherchais dans Paris, elle était chez Jean-Louis David avec toutes ses valises, il y avait 14 valises de tous, alors on était là avec les assistants pour la ramener, après en effet, elle est allée chez son dentiste, et là il m'a dit, je l'ai mis dans ma chambre, il nous avait appelés, et elle était complètement perdue, quoi. Tout d'un coup, on s'est aperçu qu'elle avait... Alors, c'est vrai que sa fragilité, quand elle fait les scènes avec Dominique et tout ça, aussi, on perturbé. Mais au début, elle n'était pas du tout comme ça. Et puis, au fur et à mesure, elle devait plus tourner, quoi. C'est donc à cause des scènes de violence avec Evelyne Kerr que le film vous a paru noir. Oui, c'est ça. Et surtout, monsieur disait le contraste avec le film de Claude Berry. Oui, on dirait 2 mondes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. La figure de votre père et qui s'appelle le cinéma. Alors lequel est le vrai? Oui, mais par exemple, moi je ne savais pas qui c'était Claude Berry. Hein. J'étais assistante et quand j'ai commencé à travailler avec Pierre, je ne savais pas que Claude Berry était Arlette, était frère et sœur. Je savais rien de tout ça. Je crois que la plupart du public ne le savait pas. Vous parlez parce que vous savez des choses. Mais moi, je ne savais pas que c'était Claude Berry et que Dominique Besnéard jouait son rôle et tout. J'étais pas dans le monde du cinéma. Il faut être dans le monde du cinéma. C'est des histoires différentes. Je crois que tout le public ne savait pas que c'était la vie de Claude Berry qu'on était en train de tourner. En fait, c'est pas une question de vérité, c'est simplement que mon frère, lui, il a voulu raconter son histoire avec son père. C'est ça qu'il a voulu raconter. Donc, et ça, c'est une histoire vraie, c'est vrai. Mon histoire, elle est vraie, sauf que maintenant, c'est transposé parce que Maurice n'a pas voulu mourir, donc ça a changé beaucoup de choses.
Mais lui, Claude, il a voulu raconter son histoire avec son père. On prend une dernière question. Vous souvenez-vous de la durée du tournage et de la durée du montage? Le tournage, Moi. il a été très long. Le tournage a été très long tout de même, je n'ai plus exemple, mais il s'est arrêté faute d'argent. On a été obligé d'arrêter le film, il n'y avait plus d'argent. Donc Maurice montait toujours à la Gaumont, voir Toscan du Plantier, mais malheureusement à cette époque-là, on n'y arrivait pas. Et donc on a arrêté le film, et il y a eu 10 jours qui ont été tournés beaucoup plus tard. Mais le film était assez long au début, la période entre Willy Current et le deuxième chef opérateur, ça a duré au moins 2 mois, et c'était assez long le tournage. Selon la documentation, on lit ça, on lit Oui. que le tournage a commencé en octobre 82, il a duré jusqu'à janvier 83. La préparation et tout ça. Oui. Voilà, ça serait le premier tournage, et il y aurait eu effectivement un deuxième tournage Ah oui, il y a eu un deuxième. à l'été. 10 jours, les extérieurs. Quant au montage, pour ce qu'on peut en comprendre et lire, le film sort en novembre 83, et si le dernier tournage, disons, principal a été janvier 83, et ils ont commencé à monter très vite, vous voyez bien que ça a pris plusieurs mois. Oui, puis d'ailleurs, dès le début du tournage, on commence le bout à bout, les monteurs, etc. Hein. Mais c'était très long et c'était très... Il n'y avait pas d'argent, c'était pas du tout un film long comme on dit toujours, parce qu'il y a beaucoup d'argent. C'est ça qui était formidable. Il y avait une économie de moyens incroyable parce que tout le monde aidait. On était beaucoup moins de techniciens, etc. Et Arlette a été scénariste, après ensemblière. Le soir, on peignait la cuisine. Tout le monde faisait tout. Voilà. Bon. Pour conclure, je voudrais lire quelque chose que j'ai trouvé dans les archives que vous avez déposées à la Cinémathèque, et justement à propos ça nous ramène au tout début, au moment où vous aviez écrit les filles du Faubourg, et donc le texte fait une 40aine de pages, et au moment où Maurice Pialat cherchait sans doute une possibilité de le tourner pour la télévision. Il y a eu un scénario pour la télévision et un scénario pour le cinéma des filles du Faubourg. Et il écrit à Jacques Flo, qui était à ce moment-là, voilà, Jacques Flo, le responsable de fiction et de coproduction à la télévision. Ça devait être la 2e chaîne. Et il cherchait donc des financements. Et Pialat écrit ceci à Jacques Flo, il lui dit, en lui envoyant le scénario pour qu'il finance, « Vous n'êtes pas sans ignorer que j'ai l'habitude d'improviser et de bouleverser au tournage ce qui est prévu sur le papier. Les interprètes, les rapports des interprètes entre eux, les lieux de tournage, tout ce que je sens que je peux exploiter sur le vif peut m'entraîner à modifier ce qui était prévu, et cette façon d'agir m'a permis jusqu'ici de créer des scènes vivantes, senties et justes. La principale qualité de mes films, égale, alors il fait le signe égal, le papier est, entre guillemets, théorie, le tournage est, entre guillemets, la vie, et c'est la vie que j'ai toujours tenu à saisir. » Mille merci Arlette, mille merci aussi Florence, et merci à vous.